Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'ai un peu honte de vous le dire, mais pour la deuxième partie de la FAQ. Je vous avais annoncé cette deuxième partie début décembre, je crois, un truc comme ça. J'ai pris du retard tout simplement parce que les FAQ, c'est toujours un petit peu long à monter, c'est souvent des longues vidéos parce que je blablate beaucoup trop. Voilà. J'aime parler. L'occasion fait le larron, comme on dit. J'ai eu un petit peu de temps pour le faire, j'ai pris le temps pour la faire. La première partie, je vous la mets ici, c'est plus sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est une FAQ que je fais un peu tous les ans. Cette partie-là va être plus sur les trois normes, donc la maison d'édition que j'ai fondée en 2020. Ça nous vieillit tout ça. Et les questions que vous avez pu poser sur la gestion de société, sur la société en soi, voilà, il y a quelques petits, je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais j'aime bien un petit peu développer. Aujourd'hui, je voulais simplement vous rappeler les dates de salon. Je vous laisse faire pause si vous êtes intéressé, mais c'est surtout pour vous rappeler que les trois normes sont toujours en recherche de leur prochain manuscrit pour 2024. Donc on sort en mars la suite et la fin de La Gardienne du Chardon, donc qui sera la Reine de Fer, mais on souhaite publier un autre texte pour la fin de l'année, un tome unique qui se veut être de l'imaginaire pour les adultes, bien écrit, avec une belle plume, une histoire originale, et si vous avez une histoire qui a un intérêt, genre une thématique importante, c'est un petit plus. Je vous laisse vous référer donc au site internet Les Trois Normes où il y a un dépôt de manuscrit. Je ne donne jamais de refus. Si vous n'avez pas de réponse, il faut partir du principe au bout de 6 mois que c'est un refus, tout simplement parce que je gère la maison d'édition toute seule et que je n'ai pas le temps de gérer à chaque fois les refus parce qu'on en reçoit beaucoup. La petite condition, comme on fait de Made in France, c'est que vous résidiez en France. Voilà, que actuellement vous êtes en France, c'est important parce que sinon après on peut pas se prévaloir de faire du Made in France entièrement comme nous on le fait, c'est-à-dire travailler de A à Z avec des acteurs du livre français si notre auteur ne vit pas en France. Je pense que ça paraît un petit peu logique et je rappelle bien un tome unique pour les adultes, vraiment pas pour l'adolescence et ce genre de choses. Et on va en parler parce que c'est une question qui est revenue dans les petites questions de la FAQ. Donc voilà. Merci de nous faire confiance et sur ce, on va commencer la FAQ tout de suite. Alors les questions elles sont pas vraiment rangées, je les ai juste notées, celles qui vous intéressaient. Donc la première c'est pourquoi uniquement sélectionner des tomes uniques pour ta maison d'édition. C'est une question, alors c'est drôle parce que là la personne l'a posée tout à fait cordialement, mais j'ai eu des messages extrêmement agressifs sur le sujet, avec des gens qui m'expliquaient en quoi c'était mieux de publier des trilogies, que je ne comprenais rien au métier d'éditeur. J'en ai eu 5, donc c'est quand même suffisant pour avoir ça, notamment d'auteurs qui étaient extrêmement frustrés. C'est un choix qui est totalement assumé et voulu, contrairement à d'autres maisons d'édition qui cachent un peu le fait d'accepter que des tomes uniques. Il faut savoir qu'on est dans un contexte de crise. La première chose, c'est pour ça. Et que petit conseil, je vous conseille d'écrire des tomes uniques, vous aurez beaucoup plus de chances d'être édité. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui publient, quand vous regardez leur catalogue, des auteurs français, mais des tomes uniques. Ce sont souvent des auteurs qui ont déjà publié. Pour des primo-romans, c'est toujours une chose qui est sélectionnée. Nous, on a fait le choix de faire ça dès le début, hormis pour La Gardienne, parce que je vous avais déjà expliqué que La Gardienne, c'est un produit d'appel et que le tome 1 a eu énormément de succès pour la maison d'édition, c'est notre plus grande vente. Et que, par exemple, Émilie a écrit un premier livre, La couronne d'os et d'épines, et après a publié Les objets maudits parce que voilà, ça a bien fonctionné et que le texte était intéressant, le suivant. Il y a plusieurs raisons. La première raison, et c'est la raison pour laquelle on fait tout ça en ce moment en tant qu'éditeur, c'est il y a la crise financière. Il faut savoir que nous, on a un système d'édition qui est un petit peu particulier. On fait de la production française de A à Z, ce qui fait qu'on fait de la production extrêmement chère. Nos livres nous coûtent extrêmement cher à produire, donc on attend forcément une rentabilité, ce qui est toujours un peu difficile à atteindre quand tu payes bien les gens avec qui tu travailles et que tu imprimes en France avec du papier de qualité. Et le problème qui se pose avec les séries, c'est que tu as toujours le risque que le tome 1 ne se vende pas. Ce qui est un risque d'autant plus grand avec une petite maison d'édition comme la nôtre, parce que nous, on est une petite structure d'imaginaire, on commence à faire notre petit nom en salon, on sait qu'on est bien estimé par la plupart de nos confrères éditeurs et même du public, mais le truc, c'est que nous, on n'a pas l'armada d'Editis ou de Hachette pour faire de la promo, on va pas sur la grande librairie ou ce genre de choses, même si les auteurs d'imaginaire ne le font pas, mais on peut pas payer des sommes mirobolantes pour la communication.
Et que quand tu es connu de personne, bah déjà il faut essayer de te faire un nom et déjà vendre un premier tome. Et c'est difficile en ce moment. De toute façon, le contexte de l'édition, je pense, n'a jamais été aussi difficile pour les auteurs qu'en ce moment, avec le fait qu'il y a beaucoup de traductions, qu'il y a des maisons d'édition qui ferment et qu'on est de plus en plus frileux à publier des nouveaux auteurs pour ces raisons-ci, parce qu'il il faut être rentable et que comme le contexte du livre est difficile pour plein de choses, c'est compliqué. Donc voilà, la principale raison, c'est le financier. Et nous, on s'en cache pas parce que je veux être claire avec les gens en faisant pas de faux espoirs, en disant voilà, on va publier peut-être 2-3 tomes. Non. Il y a ça, il y a le fait qu'en général, nous, quand on publie les livres qu'on reçoit chez les Trondins sont souvent des gros pavés. Et que malheureusement, ce qui va être un petit peu difficile à être compris, et je sais qu'il y en a qui vont mettre des pouces rouges à cause de ça, c'est qu'on a déjà du mal à trouver des bons livres, des tomes 1 des bons livres uniques. Le tome unique, c'est difficile à écrire, mais faut savoir que les séries, c'est souvent ce qu'on reçoit. Hein. Au début, j'en ai reçu pas mal. Ça s'essouffle très vite. On le voit rien qu'au résumé qu'ils n'arrivent pas à tenir sur la longueur. Donc voilà, c'est une question de ça, c'est une question financière et c'est une question aussi pour moi de respect du public. Je vais m'expliquer. Il y a une technique éditoriale qui est le fait de scinder des tomes pour des histoires pour faire plusieurs tomes. Sincèrement, la couronne d'os et d'épines, nous aurions pu faire 2 tomes. Il y avait 2 tomes à la base qu'on a réunis dans un seul tome, c'est une énorme pavasse. Mais je pars du principe que j'ai pas envie d'arnaquer non plus les lecteurs, que nos livres font 25 €, le prochain fera 27 en raison du coût du papier et de la taille massive de la reine de fer, hein, qui est l'équivalent de la taille de la couronne d'os et d'épines, donc l'équivalent de 2 livres dans une maison d'édition un peu plus classique. Il en reste que j'ai pas envie de rentrer dans ce processus de couper des tomes. Parce que parfois, quand on reçoit des trilogies, en fait, c'est que des tout petits tomes. Alors, dans ce moment-là, c'est trop gros pour que ça soit rentable pour nous si on les met ensemble, et c'est trop petit pour que je trouve ça décent à proposer au public. Et en termes de papier, bon, ça, c'est de l'économie, mais faire des trop petits livres et baisser nos prix, nous, on serait pas rentable sur la fin. Donc voilà, c'est un souci de rentabilité, c'est un souci de lien avec le public, et c'est aussi, nous, une marque de fabrique et un lien de confiance avec notre public. C'est-à-dire que le public des Trois Nornes, les lecteurs des Trois Nornes, sont des lecteurs qui aiment qu'on ait des tomes uniques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et surtout quand tu débutes l'écriture et quand tu écris de l'imaginaire, on a baigné dans les sagas. Faut savoir que le lectorat actuel, on en a marre. Ils en ont marre de lire des trilogies. On a été biberonné à ça dans les années 2000 où c'était beaucoup plus... Je veux dire, il n'y avait pas vraiment de crise financière comme aujourd'hui, que les coûts du papier étaient différents. C'est différent de nos jours. Les gens sont submergés de sorties. Il y a beaucoup trop de livres qui sortent de partout, sont submergés de propositions. Et donc, sortir des séries, et moi la première en tant que lectrice, et pourtant je lis quand même beaucoup par an, il y a des séries qu'on ne continue pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on oublie. Je préfère proposer des univers qui sont vraiment lus par le public et qui vont être lus, du genre vraiment les gens à chaque fois qui s'arrêtent, qui connaissent pas les Trois Nornes, et quand on dit que c'est des tomes uniques, ils disent « Oh, merci, qu'est-ce que c'est bien !» Parce que moi, les sagas, j'en peux plus, je les finis jamais. Il y a ça aussi, c'est une marque, c'est un choix éditorial et ça devrait pas être justifié. Pour le coup, je le fais dans cette vidéo aussi, mais souvent dans les mails, notamment d'auteurs qui sont un peu frustrés parce qu'ils sont refusés ou parce qu'ils comprennent pas ce choix-là, sont tout de suite dans l'agressivité parce qu'on a ce choix éditorial. Une ligne éditoriale, nous, c'est aussi ça, des tomes uniques, et ça sera des tomes uniques juste à moins que je trouve une pépite ou un auteur extrêmement connu ait envie de publier chez les Trois Nornes, mais c'est simplement de l'argent. Et un éditeur, c'est exactement ça. Et que même pour trouver un bon livre, c'est compliqué de trouver un bon livre bien écrit. Nous, on a des exigences quand même, un minimum. Donc, c'est le truc aussi qui fait que moi, je préfère... je trouve qu'en plus, ça répond un peu à ma vision de l'édition. C'est-à-dire que nous, on a une démarche éthique dans la production, mais aussi dans la distribution. C'est-à-dire qu'on ne sort pas 50 livres par an, mal édité et qui pollue énormément. On a une démarche et je trouve que le tome unique, c'est l'avantage de sortir un tome sans non plus inonder le marché et être trop polluant. Mais je sais que c'est assez frustrant pour les auteurs. On en parle beaucoup avec des autopubliés qui viennent en salon, parce que les salons, c'est aussi l'occasion de voir beaucoup de jeunes autopubliés ou des gens qui cherchent des manuscrits à publier, d'en parler. Ça fait beaucoup de déçus en fait quand on explique, ils comprennent et qui ne savaient pas en fait que maintenant l'édition en France, c'est le tome unique. La roue du temps,
Terry Goodkind, ces séries-là, en plus c'est des séries américaines à la base, c'est fini, c'est-à-dire c'est fini de faire des 5 tomes, à moins que tu t'appelles Stéphane Plateau. Même des auteurs comme, je prends Jean-Laurent Del Socorro par exemple, publient des tomes uniques. Parce que pour les auteurs, c'est beaucoup plus facile en plus à vendre quand tu veux changer d'éditeur et que ça se passe mal. Voilà, c'est un truc bête à dire, mais au moins t'es pas emprisonné avec ton éditeur pour publier la suite. Si y a une raison particulière pour ne pas publier de YA? Alors déjà, à la base, j'étais pas partie du tout pour publier de la jeunesse. Ça a été un choix qui a répondu à l'objectif de crise et au fait que j'avais envie de tester d'autres choses. On va dire que la young adulte, il y a 2 raisons pour lesquelles on n'en publie pas. Déjà d'une, Les Trois Nains, c'est une maison d'édition spécialisée dans les littératures d'imaginaire pour les adultes. La forêt aux fleurs d'or, donc le texte qui est sorti cette année, c'est un illustré, et c'est un illustré qui est là pour être un produit d'appel, c'est-à-dire que c'est pour attirer les gens sur le stand et avoir une cible jeunesse, parce qu'on fait beaucoup de salons, on perdait énormément de clients à cause en fait du fait qu'on faisait que de la littérature adulte. Donc les gens qui achètent La forêt aux fleurs d'or et le reste, parfois c'est les mêmes gens, mais c'est souvent 2 types de lectorat totalement différents. Ça, c'est d'une chose, et c'est pas inenvisageable qu'on produise d'autres textes de jeunesse dans 2026 ou en 2025, tu vois. Plus tard, en faire un tous les 2-3 ans, c'est pas. Mais nous, notre cible, notre ligne éditoriale, c'est l'imaginaire adulte. Faut savoir que l'imaginaire adulte, c'est difficile à vendre actuellement. Le young adulte, c'est très tentant d'en publier parce que c'est ce qui se vend le plus, c'est ce qui est très à la mode. En fait, nous, c'est un choix parce que déjà, d'une part, je gère la maison d'édition et moi, j'aime la littérature adulte. Et quand j'ai créé Les Trois Nains, j'ai créé une maison d'édition qui ressemblait à mes goûts de lecture et qu'en France, on est inondé de YA, et pas qu'en France. Hein. Le marché de l'imaginaire est inondé de jeunesse et de young adulte parce que ça vend très très bien. De toute façon, le secteur de la jeunesse, c'est un secteur qui est toujours en progression. Et notamment avec la romantaisie, on a un phénomène qu'on n'avait pas trop, mais des éditeurs, que je prends par exemple, on va prendre l'exemple de Brajlon, qui publiaient de l'imaginaire pour adultes, éditeur de Sapkowski, éditeur de Gemmell, éditeur de Lawrence, éditeur d'Abercrombie. Ils publiaient en majorité de la fantaisie adulte, de la vraie fantaisie adulte. Et là, on est sur un schéma où ils ont créé une collection adolescente, et même dans leur collection adulte, on voit que la cible, c'est pas pour des lecteurs, leur lectorat de base, c'est pour les jeunes adolescentes et jeunes adolescents. Et donc, moi, c'est aussi pour sortir de ça, de ne pas être dans ce truc où il y a trop de concurrence, où on ne pourrait pas sortir. Il faut savoir que le secteur de la jeunesse est très compliqué, le secteur de la young adulte aussi. Il y a le fait aussi que mon lectorat, parce que je le sais aussi, est un lectorat qui est adulte, en majorité. Bien sûr, j'ai des jeunes qui viennent aussi sur le stand, mais voilà, donc ça répond à ça. Et c'est aussi le fait que la littérature adulte, ça bloque beaucoup moins certaines choses. Moi, quand je sélectionne des manuscrits pour Les Trois Nains, je sélectionne des manuscrits où il y a des choses déjà qui me plaisent, voilà, en tant que lectrice, parce que je sais un petit peu ce qui me plaît et ce qui pourrait plaire à des lecteurs, ça se sait au fur et à mesure, mais c'est surtout que j'aime bien avoir des thématiques qui drive, tu vois, qui sont importantes et tout. Et j'aime bien les livres qui sont sombres. Je veux dire, Les Trois Nains, c'est pas des livres où c'est l'éclate. Hein. Des fois, en salon, on a même des remarques de personnes qui se disent « Ah ouais, ça a l'air... » C'est Entre nous regrettons la mort, qui parle de la mort et de la religion et du fait de voir ses parents vieillir. Une couronne d'os et d'épines, qui est un récit qui parle du sexisme et du fait d'évoluer politiquement dans une société qui est en train de s'effondrer. On a aussi Les Objets Maudits qui est l'horrifique. Les Gardiens du Chardon, c'est totalement sur les maladies mentales, la dépression et des trigger warnings. J'ai peur que YouTube me tape sur les doigts à cause de ça, mais on a des textes qui sont assez sombres et c'est un parti pris parce que j'aime ça et je sais que notre lectorat, c'est ce qui l'intéresse. Le problème de la YA, c'est que ça a 2 contraintes. Donc la young adulte, traditionnellement, c'est des livres que tu lis à partir de 15 ans. C'est des livres où on disait souvent dans les critères qu'il fallait que les personnages soient jeunes. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a je pense à des livres chez Gulfstream par exemple qui sortent et qu'il y a des personnages adultes, mais en termes de violence, de sujet, la manière dont c'est raconté, c'est la young adulte force à la censure. Des questions il y a trop de concurrence, c'est pas un genre qui me plaît. Je suis partie d'une génération qui a vu le début de la young adulte quand elle était déjà quasiment plus adolescente. Moi, quand il y a eu les sorties, Twilight, j'avais 15 ans, mais tout ce qui est Hachette, Darky, ce genre de trucs, j'avais déjà 17 ans.
Et moi, j'ai lu de la young adulte à la vingtaine, 17-20 ans, c'est plus la génération de ma sœur qui est plus jeune qui a baigné avec ça. Nous, on avait la jeunesse et après, on avait la littérature adulte. On n'avait pas vraiment la transition. Et donc, j'ai pas un attachement particulier à la YA de ça. Et qu'il y a déjà beaucoup d'éditeurs qui sont sur ce sujet-là, que ça vend beaucoup. Mais moi, je préfère accompagner les lecteurs dans leur suite et ne pas être brimé sur les thèmes, ne pas être censuré. Et moi, j'aime des récits où c'est violent, où ça se bastonne, où voilà, j'aime bien ce genre de fantasy. Et donc, c'est forcément ce que je publie. Et donc ça correspond pas forcément, et même c'est ce que je lis hein, en général, les maisons d'édition avec qui je suis en salon sont pour la plupart des maisons d'édition qui publient de l'imaginaire adulte. Donc voilà, c'est un gage aussi là-dedans, comme je vous l'expliquais, La Forêt aux Fleurs d'Or c'est un pas de côté pour nous permettre de financer d'autres livres et avoir aussi l'illustré, parce que moi c'est un truc que j'adore et ça a été une expérience, j'ai adoré faire l'illustré. Et ça m'a surtout permis d'avancer sur La Reine de Fer, parce que j'ai dû écrire un livre qui fait la taille de 2 livres, sincèrement, voilà, dans d'autres maisons d'édition, c'est clairement un bouquin qui aurait été scindé en 2. Donc voilà, ça explique ça, et vous trouverez énormément de maisons d'édition de young adultes. Et la YA, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, parce que j'en ai lu beaucoup et que ça répond à des clichés, que je suis beaucoup moins. Et quand tu es éditeur, en fait, quand tu travailles dans le secteur éditorial, c'est important de savoir ce qui sort, c'est important de te renseigner sur... les gens appellent ça des concurrents, mais moi je suis plus dans l'optique que j'aime tellement la littérature que je vois pas forcément ça comme des concurrents, je vois ça comme d'autres livres qui peuvent me passionner. Mais voilà, c'est important de connaître sa zone, et moi la zone adulte c'est ce que je préfère, donc voilà, c'est une question de préférence, c'est une question d'identité éditoriale, et c'est une question aussi du fait que notre cible est une cible adulte, et quand les gens ils achètent chez les Trois Nornes, au contraire les gens sont contents que c'est de l'adulte et nous disent voilà, nous on aime ça et que c'est vraiment quelque chose que les gens cherchent. Même si, sincèrement, ça nous fait perdre énormément de ventes. Vous imaginez pas le nombre de gens et de jeunes où je leur dis que c'est pas adapté à leur âge. Des jeunes de 13 ans, et même une fois, je me souviens d'une maman qui me disait « Ah bah vous êtes pas très vendeuse ». J'ai dit « Non, j'ai juste une conscience professionnelle ». Donc voilà, c'est différent, mais la YA, c'est sûr, hein, ça vend beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Pouvons-nous voir un jour un livre des Trois Nornes en librairie ? Alors, il y a des livres des Trois Nornes en librairie, on est distribué dans plusieurs librairies en France, pour le coup, et vous pouvez toujours demander à vos libraires de commander nos livres en leur expliquant, sincèrement, qu'ils ont juste à nous envoyer un mail. Le problème qui se pose avec les Trois Nornes, c'est un problème qui se pose avec l'éthique du livre. Pour ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionne le marché de l'édition, quand tu veux être distribué en librairie, il faut passer par des entreprises qui gèrent ça, donc par exemple Interforum, hein, c'est ceux avec qui travaillait Editis. Et le problème de ces distributeurs, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec ces entreprises-ci qui prennent énormément d'argent sur la vente des livres, et que la distribution fait couler plus d'une maison d'édition, dont je ne citerai pas le nom parce que je veux pas, si les gens tombent sur ces sujets-là, je veux pas faire du mal, mais c'est une prise de risque importante. Alors certes, c'est beaucoup plus simple après, c'est beaucoup moins de travail, du moins, c'est pas le même genre de travail, mais j'en ai parlé avec un éditeur qui maintenant est distribué en librairie, il me dit moi ça me fait du bien de plus faire de salon le week-end, mais t'as plus le contrôle de ta distribution. Et ça met, je veux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais il y a des distributeurs qui, tu es lié par des contrats, et parfois on te les fout à l'envers, on te livre pas les livres comme il faut trouver le bon. Et le problème de trouver le bon, c'est qu'il y a un gros problème, nous, qui se pose avec Amazon. Nous, on est engagés contre la distribution sur Amazon. Et quand tu passes sur les plateformes de libraires, donc qui sont par exemple les plateformes comme Dilicom, j'ai appris avec un grand plaisir de la part de libraires et de gens du monde du livre, et quand je me suis renseignée, que quand tu t'inscris sur Dilicom, donc quand tu payes pour avoir tes livres sur cette base de données dont se servent les libraires pour commander, voilà, même quand tu n'as pas de distributeur, Dilicom, ça référence automatiquement sur Amazon. Il y a eu plein d'affaires, il y a eu plein de choses, et je ne veux absolument pas que mes livres soient référencés d'une manière ou d'une autre sur Amazon. C'est hors de question. Donc on cherche un distributeur éthique, sauf qu'il n'y a pas sur le marché des distributeurs qui ne passent pas par Amazon. Dans les distributeurs qui sont intéressants. Il y a le fait aussi que je n'ai pas trouvé confiance en des distributeurs. En fait, j'ai tellement de... En salon, je discute beaucoup avec d'autres éditeurs, alors du fait soit des Trois Nornes ou du fait de la chaîne des mots de l'imaginaire, avec des gens avec qui je suis en partenariat, qui m'ont dit « mais la distribution, il va pas si t'as pas les reins solides. » Et il va pas maintenant. Parce que là, c'est vraiment... pour les gens qui ont peu suivi ce qui se passait, mais MDS...
l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a des collectifs d'éditeurs qui ont porté plainte contre leurs distributeurs parce qu'il y avait des gros problèmes, notamment des livres qui sont pas arrivés à temps pour Noël ou ce genre de choses. Donc moi je suis pas dans ce processus-là. Il y a des maisons d'édition qui sont des petites maisons d'édition qui signent des partenariats avec des plus grosses maisons d'édition pour être distribuées, voilà, contre des parts dans les entreprises et ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas ce qui va être possible. Moi, je préfère faire les choses en temps et en heure, d'avoir le contrôle aussi sur la distribution pour pas être distribué non plus n'importe où. L'objectif, nous, c'est d'être distribué dans des librairies d'imaginaire indépendantes, ce qu'on commence à être. Mais en fait, ce qui est assez frustrant, c'est que les libraires peuvent commander sur notre site. Mais c'est simplement qu'ils prennent pas le temps de le faire pour la plupart. Alors on en a, nous on envoie des livres à des libraires, mais si on n'est pas sur Dilicom, ils enverront pas de mail alors qu'on a juste la facture. Genre nous on fait la facture, on leur envoie, ça prend juste quelques minutes en plus. Mais c'est un gros problème au niveau d'Amazon et du blocage qu'il y a et de la crise du livre. Je vous aurais dit ça avant l'augmentation du papier et tout, je me serais dit bon, je vais peut-être prendre un distributeur. Et c'est aussi le fait que quand je bossais moi pour des gros éditeurs, j'ai déjà été faire des représentations devant les représ. Donc ce sont les représ, c'est les gens qui travaillent pour ces distributeurs qui vont voir donc les librairies, les grandes surfaces pour les pitcher les livres. Et j'ai été très choquée moi de la façon, moi je travaillais pour France Loisirs, dont travaillaient en fait les gens qui étaient en face de moi, qui en avaient absolument rien à foutre. J'attends de voir un distributeur éthique, un distributeur qui s'y connaîtrait en imaginaire, parce qu'il y a aussi des distributeurs, quand tu y vas, ils y connaissent rien et ils te placent mal en librairie. Et le contre-coup, c'est que toi, tu peux placer des livres, mais après, ils te renvoient les livres. Et donc, tout l'argent, tu les touches pas, tu as des pertes. Et le gros problème, c'est que souvent, quand on envoie des livres en librairie, avec les transports, ils sont invendables après parce qu'ils sont abîmés. Voilà. Et c'est de la prise de conscience auprès d'éditeurs plus ou moins grands, voilà, vraiment. Le contexte éditorial et le problème avec Amazon. Et donc, tant qu'on n'est pas une distribution, et de toute façon, tant qu'on n'est pas une édition plus éthique, je pourrais pas être distribué pour l'instant en librairie. Faut savoir qu'on l'est déjà, on fait le tour de plein de librairies indépendantes en France. Voilà, on est distribué actuellement à Arras, à la Légendarium, à côté de Bordeaux, donc à Mérignac, la librairie sur la place centrale, est distribuée à l'Entre-deux Calliope, j'oublie un peu, à la librairie Morgane à Rouen. On est distribué dans quelques librairies, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Et de toute manière, la librairie c'est bouché. Voilà, il y a beaucoup trop de livres qui sortent et tout, donc voilà, nous ça marche, on sait qu'on perd beaucoup de ventes, on sait que voilà, il n'y a pas ce panneau de la librairie, mais de toute manière, le créneau de la librairie, nous, il viendra avec la librairie indépendante. Moi, je compte pas être à la Fnac tout de suite, voilà. C'est pas trop mon truc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas le temps vraiment de travailler, mais c'est vrai que les réseaux de libraires qu'on a, on est à Strasbourg aussi maintenant, donc à la librairie Oscurae. Les réseaux de libraires qu'on est en train de lier, ce sont des bons réseaux et c'est de la bonne entente avec les libraires, donc c'est important. Mais voilà, on est au Renard Doré à Paris, voilà, donc à la Croisée des Mondes aussi. Donc c'est toutes ces choses qui font que ça bloque un peu. C'est pas moi qui veux pas être distribué en librairie, c'est plutôt le fait que l'éthique m'empêche de le faire et que moi je fais pas de l'éthique à demi-mesure et je vais pas mentir aux gens en disant que je fais pas de la distribution sur Amazon alors que mes livres vont être affiliés sur Amazon d'une certaine manière, tu vois. Après les contes pour enfants et les romans bien sûr, quel format voudrais-tu voir adapté ? Pour l'instant, nous, c'est vraiment, on restera, moi le format, je veux rester dans du roman adulte et ce genre de choses. Je compte pas qu'il y ait d'autres choses qui soient publiées chez les Trois Nornes, hein, et comme je vous dis, les livres pour enfants, ça serait vraiment extrêmement anecdotique. Vraiment, ça serait dans les périodes où, en fait, ce serait beaucoup mieux quand le prix du papier descendra, parce que ça m'a coûté extrêmement cher, la forêt aux fleurs d'or, et ça a été très coûteux, ça a eu un impact important sur la trésorerie. Mais ça sera pas dans les Trois Nornes, mais moi, j'aimerais bien travailler plus sur le secteur de l'illustré. C'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc que voilà, ça m'intéresserait. Je pense pas que ça sera possible de faire des illustrés pour adultes ou faire de la BD ou ce genre de choses, mais c'est des trucs que je trouve ça super intéressant, mais ça correspondra pas forcément. Moi, ce que j'ai envie, je vous en avais parlé rapidement, je vais un peu recouper là-dessus, mais ce que j'ai envie pour les Trois Nornes plus tard, c'est qu'on diversifie
le catalogue d'une certaine manière. J'aimerais publier plus d'ouvrages qui ne soient pas forcément de la médiéval fantasy, mais surtout j'aimerais publier des ouvrages qui ne soient pas de la fantasy européenne. Je rêverais, même si j'aime pas utiliser ces mots-ci, mais publier de la fantasy qui provient du continent africain ou qui provient du continent asiatique ou du continent sud-américain, voilà, j'aimerais, ou du Moyen-Orient, j'aimerais publier de la fantasy qui sortent des clous. Moi, j'adore la fantasy, par exemple, tout ce qui est fantasy nord-africaine, voilà, parce que c'est des cultures que j'apprécie, mais la fantasy qui se situerait dans un pays africain, qui tirerait des légendes, ou même de l'endroit, c'est un truc qui me plairait. Pareil pour la fantasy de la, je sais pas moi, Thaïlande, Corée, Japon, ce genre de choses, mais que ça soit vraiment bien fait et que ça fasse pas trop de l'appropriation. C'est toujours le problème avec ce genre de fantasy-ci. Mais voilà, c'est genre je lis de plus en plus de ça, j'adore ça, et on a des bons auteurs en France qui commencent à en publier. Mais sincèrement, s'il faut publier de la fantasy qui s'inspire de la fantasy qui se situe en Afrique ou en Asie et tout, envoyez-nous en Dominique chez les Trois Normes. Vraiment, c'est des choses qu'on cherche et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais on nous les propose très rarement et je ne sais pas trop pourquoi. Ça commence à arriver aux États-Unis, mais on a toujours 10-15 ans de retard. Mais j'aimerais beaucoup, tu vois, des livres comme sont sortis Sirem et l'oiseau maudit, par exemple, de Yasmine Gebel. J'aimerais publier un bouquin comme ça pour les adultes. C'est un truc qui me tenterait beaucoup. Mais ça, c'est pas moi qui choisis, c'est les manuscrits que je reçois. Alors, comment t'es-tu organisée pour gérer ta maison d'édition, écrire un roman, lire et gérer ta chaîne ? J'ai rien géré du tout. Alors, j'en parlerai pour le bilan, mais l'année 2023 a été l'année la plus dure dans mon... Alors, je pourrais pas dire dans mon travail, dans le sens que comme j'ai subi du harcèlement au travail assez hard pendant mes études, ça reste quand même l'année la pire de ma vie en termes de travail parce que c'était horrible. Mais l'année 2023 a été extrêmement compliquée parce qu'on est dans une crise, que j'ai eu des problèmes. Alors déjà, j'ai été très malade au début de l'année, mais j'ai eu des problèmes pour savoir si on allait tenir, si on n'allait pas tenir, parce que comme on a des coûts importants de production et que les gens n'ont plus d'argent pour acheter les livres, c'est compliqué. Et là, en fait, il y a beaucoup d'augmentation, c'est les prestataires, notamment la comptable, qui a des prix hallucinamment chers. Là, je viens d'apprendre que le site internet aussi. Donc là, je suis en train de voir pour réduire des prix, changer des prestataires, parce que ça va pas du tout. Parce que les gens, proposent des prix hallucinants, alors qu'ils font moins de travail ou pas un travail qui justifie ce prix-ci. Mais c'est compliqué d'avoir tout géré en même temps. L'écriture de La Reine de Fer a été je dirais pas un enfer, mais a été dur psychologiquement et physiquement, et heureusement, et c'est pour ça aussi, parce que au début je voulais pas publier de la jeunesse, et je me suis dit mais en fait je vais être obligée, parce que comment je vais pouvoir éditer 2 livres dans l'année et écrire un bouquin, c'est clairement pas possible. Donc déjà quand tu fais de l'illustré, ça a pris du temps, mais ça a pris moins de temps que de faire un livre, un roman. C'était parce que l'illustrateur, même on travaille avec lui, mais c'est pas moi qui peignais les planches derrière. J'avais des journées, c'était n'importe quoi. J'ai enchaîné des semaines où il n'y avait pas le jour de congé, donc forcément tu fatigues et ça entretient le cercle. Mais en fait, moi j'ai une organisation un peu particulière. La chaîne YouTube, bon là j'essaye de le reprendre, c'est pour ça que là souvent je fais du mois au mois. C'est-à-dire que je tourne toutes les vidéos en un mois, je prends 2-3 jours. Ça dépend quand je suis plus ou moins performante pour tout tourner, pour tout monter, pour tout... comme ça, j'ai 3 jours de boulot et je suis tranquille sur un mois, sachant que moi, la chaîne YouTube, ça fait partie du travail, dans le sens que c'est déjà une source financière, même si ça ne rapporte rien, mais c'est surtout notre première plateforme de communication. Donc c'est important. Donc il y avait ça, je devais gérer tout ce qui est, et j'ai pris du retard là-dessus, mais les entreprises c'est des papiers, de la paperasse et tout, donc on en était arrivé à un moment où je faisais par exemple des journées, une semaine où j'avais 3 jours de YouTube, les 2 autres jours j'avançais dans l'écriture.
heureusement. Et je devais avancer en parallèle sur la publication de l'autre. Et j'allais en salon le week-end et rebelote le lundi. Donc c'était compliqué. Et quand j'ai pris des jours en fait de pause, je me suis dit, mais en fait, quand je prenais un jour ou parfois 2 jours dans ma semaine, du genre le jeudi et le vendredi, je me suis dit, mais en fait, j'ai que 3 jours pour travailler. Alors qu'en fait, je travaille. Des fois, j'oublie que quand je suis en salon, je travaille en fait. Je suis là, je travaille, je vends des bouquins, c'est fatigant, la route et tout, c'est exténuant. Mais c'était très compliqué parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Donc j'ai rien du tout géré. Et c'est pour ça que cette année a été extrêmement stressante, je n'en pouvais plus. Et que c'est ce qui m'a conforté dans le fait que je n'écrirai pas avant très 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 longtemps d'autres livres parce que je peux pas écrire d'autres livres. Et quand je suis partie pour la Reine de Fer, je me suis dit, bah on va partir sur une taille à peu près équivalente au tome 1. Bah là, vu le nombre de signes, j'ai écrit 2 tomes en fait en un an. J'ai écrit 2 tomes en un an. Et les corrections, alors déjà, je suis pas quelqu'un qui écrit vite, mais en plus, les corrections, c'est long. On reprend du retard, voilà, tout le temps. De toute façon, le livre a dû sortir fin 2023, c'est impossible. Donc là, on est sur mars. J'espère qu'il sortira le 20 mars. Il faut qu'il sorte le 20 mars 2024. Mais c'est que ça, tu vois. Et là, je fais mes vidéos, mais j'avance pas sur les corrections. Et je rechigne à aller parce qu'il y a toujours un truc à faire. Il y a des urgences. Tu te fais taper sur les doigts parce que tu réponds pas à tel mail. J'ai pris du retard sur les salons. J'ai raté des inscriptions de salons importantes à cause de ça. Donc voilà, c'était pas du tout organisé. Et donc l'année, je veux dire, une fois que la Reine de Fer va être sortie, ça va être un tel soulagement parce que je vais retrouver un rythme d'énormément de travail, mais pas en mode ce travail-ci où c'était n'importe quoi, où en plus bah, ça te met dans la merde financièrement parce que tu sors un livre au lieu d'en sortir 2. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais au moins ça sera clos, ça sera fait, et je pourrai travailler sur d'autres textes. Et moi, je préfère sincèrement être éditeur. Voilà, beaucoup mieux dans ma position d'éditeur que ma position d'auteur. Donc voilà, ça va être un soulagement, mais il n'y a pas eu de gestion. C'est-à-dire que cette année, je n'ai quasiment pas vu mes proches et ma famille. Ma famille venait me voir, mais je veux dire ma famille, mes parents, tu vois. Mais j'ai coupé quasiment toute relation sociale avec mes amis. J'ai perdu quasiment tous mes amis, pour être sincère avec vous, mais j'ai coupé mes relations sociales. Je les vois 2 fois dans l'année. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, parce que par exemple, l'été, je faisais pas de salon, et il y a plein de gens qui me disaient repose-toi et tout. Je travaillais le week-end, je faisais des genre juillet, août, c'était n'importe quoi. Donc c'était n'importe quoi, et donc j'ai pas géré, tu vois, j'ai pas géré, et il faut dire ce qui est, j'ai été surchargée de travail et c'était inhumain. Et ça m'a foutu dans la merde dans plein de trucs. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que l'année 2023 n'a pas été bonne à cause de ça. Et qu'on va aller sur 2024 sur quelque chose de mieux. Voilà, mieux, je sais pas, mais j'espère sur de meilleurs auspices et d'avoir un travail plus sain. Et puis là, le fait du déménagement, il y a aussi, je vais perdre moins de temps. Genre, j'ai changé d'ordinateur l'année dernière, ça m'a fait perdre moins de temps, mais je travaillais toujours tout autant. Mais surtout, là, je vais être beaucoup. Genre, Freya, c'était très compliqué à gérer la gestion du chat, la gestion de plein de trucs à cause de ça. Donc, je vais gagner aussi un peu de temps de trajet quand je vais descendre dans le sud, j'en perds pour le nord, mais c'est toutes ces choses où bah, il faut être clair, hein, il n'y a pas eu de trucs gérés, quoi. Lire, parce que je crois qu'il y a aussi la lecture, lire, bah, en fait, je faisais mes journées et je lisais le soir, donc en fait, si je pouvais regarder un épisode de série, mais c'est tout. Et la lecture, bah, je lisais jusqu'à 23h et ça faisait partie de mes temps de lecture. Et que mes jours de congé, bah, en fait, je les passe la moitié de la journée à lire pour la chaîne. Donc en fait, quand tu lis pour la chaîne, moi je pars du principe que c'est du travail parce que sinon j'avais d'autres choses à faire que lire. Donc ouais, c'était compliqué, mais je le savais, hein. Puis bon, c'est la gestion d'entreprise, hein. Mais ouais, non, cette année c'était la cavalcade, et heureusement que j'avais des proches qui m'ont aidé, qui m'accompagnent parfois en salon ou qui m'aidaient à faire des trucs parce que sinon j'étais débordée, tu vois, au point où, tu vois, bah, c'est des trucs cons, mes proches allaient faire mes courses parce que j'avais pas le temps d'aller faire mes courses. On en était arrivé là, hein. Donc j'avais pas le temps de ranger chez ma maison, tu vois, c'était quoi, je rangeais ma maison à 2h du mat. Ça arrive parfois. Donc ça, c'est des trucs qui font que bon, j'approche de la trentaine, mais je le fais maintenant, je suis pas sûre que je le ferai dans 10 ans, tu vois. Et bah, on en revient à la question, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso?
2023, non, ça a été la pire année en termes de ça. Je me considère comme une très mauvaise amie maintenant parce que je réponds pas, je suis pas disponible. Les gens m'envoient même plus de messages parce qu'ils savent que je réponds pas. Donc, tu vois, ça en arrive où quand je suis en salon, en fait, les gens, je suis en décalé au niveau du travail, donc c'est déjà compliqué. Mais tu sens qu'il y a les amitiés qui se distantent, et moi, c'est une souffrance énorme pour ça. Mais j'ai pris enfin, une résolution. En 2024, je me suis dit, c'est fini de se tuer à la tâche comme ça. De toute manière, il y a la crise. C'est pas des... En fait, je me suis toujours dit, je vais travailler pour travailler. Et en fait, j'ai parlé avec des éditeurs qui ont fait des burn-out. Moi, je suis persuadée que j'en ai fait un l'année dernière, vu dans l'état physique dans lequel je me suis retrouvée. Mais en fait, là, c'est pas dépendant de moi, la crise du livre. C'est pas dépendant de moi quand salon les gens n'aient pas d'argent, tu vois. C'est pas dépendant de moi. Donc là, en fait, j'essaye de faire des réductions de budget, voilà. Et c'est des choses que j'ai pas pris trop le temps, mais de voir, alors pas des prestataires comme les imprimeurs, ce genre de choses, mais la compta, le site internet, où c'était extrêmement cher, en fait, d'arrêter de me faire un peu pigeonner et d'aller voir. Et puis il y a aussi les impôts, moi, cette année, qui ont été extrêmement violents parce que en France, les impôts sont extrêmement violents quand tu es une société. Je suis pas en micro-entreprise. Donc voilà, ça aurait été beaucoup plus simple si j'étais en micro-entreprise. Hein, quand je parle avec les gens qui sont en micro-entreprise, je paye autant d'impôts quasiment aujourd'hui que je me sers de salaire. Donc on est quand même dans ce domaine-ci. Mais voilà, donc c'est des choses où la vie perso, il n'y en a pas eu. Mais la vie perso s'est imposée à moi, dans le sens que 2024, j'ai une maison à m'occuper, du genre à faire des travaux, parce que c'est pas habitable. Là, tu vois, je fais... en fait, il y a ça aussi qui s'est posé, et c'est pas une critique pour mes auteurs, mais j'ai des auteurs qui ne voulaient pas faire des salons tout seuls, contrairement à plein d'éditeurs. Et donc, moi, je me tapais tout le travail en salon, et en fait, là, cette année, je suis un peu plus ferme avec certains de mes auteurs, en disant, bah, soit tu fais ce salon-là, ou sinon, voilà, c'est aussi à toi d'aller vendre tes livres. Je suis pas là non plus pour être là tout le temps, surtout quand c'est à côté de chez toi. Donc j'ai la chance d'avoir ma nouvelle autrice qui est hyper motivée pour faire des salons. Voilà, je leur donne pas de faire des salons tous les mois, mais tu vois là, des salons qui sont à côté de chez elle, ou un truc où je suis pas là parce qu'il y a 2 salons en même temps, parce que c'est beaucoup ça aussi cette année. Donc je suis en mode aussi, j'ai un de mes auteurs qui va être alors plus de disponibilité. Donc moi ça me soulage parce que j'avais tout le poids du monde là je me dis je vais être enfin un peu aidée là-dessus. Donc c'est aussi démultiplier comme beaucoup de gens, envoyer ses auteurs faire des dédicaces parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y a ça où 2024 de toute manière je pense que j'ai trop perdu sur le perso, c'est important pour ça et que je suis obligée au niveau des travaux. Donc là je regardais les salons. Là, pour février-mars, j'en ai 2 par mois. Là, d'habitude, j'en avais 3. J'ai un peu zappé plein de salons cette année dernière, je fais plein de salons qui n'étaient pas assez rentables à mon goût. Et voilà, donc je vais les mettre sur le plus long terme. Cet été, je vais refaire des salons pour équilibrer. Mais voilà, le perso, il faut trouver aussi un petit peu de place. Alors, j'aurai jamais de la place comme quelqu'un qui fait un 35 heures. Mais c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. Mais j'ai envie d'être un peu plus là pour les gens et surtout moi je me suis rapprochée de ma famille, donc il y a ça aussi, j'étais assez loin, j'étais à plus d'1 heure de route de ma famille, donc j'étais toute seule là où j'habitais, donc ça aide pas pour voir ses proches, tu vois. Mais voilà, mais quand t'as la plupart de tes amis qui habitent sur Paris et vu mon rythme de vie c'est compliqué, donc on s'organise pour se voir, mais voilà, donc là ça me fait penser qu'il faut que j'envoie déjà j'ai même perdu l'habitude d'envoyer des messages à mes amis, tu vois, tellement c'est un truc que j'ai un peu de mal. Mais voilà, comme l'année était en souffrance, moi j'ai tendance, mais comme plein de gens, quand je souffre, à me renfermer vachement sur moi-même et à m'isoler. Donc ça aide pas. Donc là, dans 2024, c'est important. En plus, c'est une année importante pour moi. Ça va être mon année de mes 30 ans et ce genre de choses. Donc il y a des occasions aussi pour voir les gens. Mais il faut que je voie les gens. Et là, je vais pouvoir inviter les gens plus facilement chez moi aussi. Donc c'est toutes ces choses où, voilà, on fait avec, mais c'est compliqué, hein, et je pense que s'il y a des gens derrière leur écran qui gèrent des sociétés, surtout quand on est seul, c'est un peu différent quand on est en couple, quand on a un mari ou une femme qui travaille à côté. Nous, on doit ramener tout l'argent pour la maison. On n'a pas un deuxième salaire qui peut nous aider. Donc, ce qui fait que si tu travailles pas ou si tu travailles un peu moins,
t'as rien, et que là, la situation, genre on est dans une situation économique qui est catastrophique, et notamment pour le milieu culturel, et qu'on n'est pas aidé non plus par les politiques. Donc c'est toutes ces choses qui font que le perso est compliqué. Comme je dis, la vidéo là c'est assez négatif, mais je vais pas vous cacher comme quoi 2023 a été l'année la plus difficile, l'année où je me suis dit est-ce que ça vaut le coup encore que je travaille comme ça, comme une acharnée. Voilà, je me suis posé plein de questions. Mais en fait, il faut que j'accepte la situation et que, de toute façon, je peux rien changer. Hormis réfléchir plus à dépenser moins. Voilà, ce que je faisais pas, parce qu'avant j'avais beaucoup de livres où je pensais qu'à la qualité du texte. Maintenant je vais aussi penser au fait que si tel texte est énormissime, c'est pas publiable, et ce genre de choses. Donc on fait des concessions. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer votre manuscrit aux 3 Nordes si cela vous intéresse. Voilà, nous on est une maison d'édition engagée, petite structure. Voilà, on n'est pas un gros groupe, mais voilà, on essaye d'avoir une ambiance familiale et d'écouter, on essaye d'avoir un rapport d'écoute avec les auteurs. C'est pas toujours facile, voilà, parce qu'on est dans des positions parfois un peu compliquées, mais c'est important pour nous, et puis voilà, on se retrouvera de toute manière en salon. Moi j'ai très hâte de faire les salons de cette année. Vous m'avez assez manqué, rien que là, ça, je l'ai pas fait depuis... Mais en fait je me rends compte que les salons, en fait c'est pour ça que j'ai eu moins de problèmes sociaux, on va dire, quand il y a les salons, parce qu'en fait je vois beaucoup de monde le week-end, et en fait la semaine je suis pas trop cette demande-ci, parce que je suis tellement submergée, je vois des centaines parfois de personnes, alors qu'il n'y a pas des centaines d'acheteurs, mais des centaines de personnes qui viennent, donc ça fait beaucoup à accumuler. Mais j'ai très hâte vraiment que ça reprenne. En plus là j'ai vraiment fait des choix de salon où ça s'est bien passé, voilà, des choses où on a plus l'habitude, où on a notre clientèle habituelle, et puis j'ai hâte de voir aussi comment la Reine de Fer ça va bien se passer, et voir la Forêt aux Fleurs d'Or parce que la Forêt aux Fleurs d'Or est sortie quand même très tard, mais de voir comment ça va marcher en salon, de rencontrer les gens, d'avoir le public enfant qui est pas du tout le même, et c'est très drôle parce que ça me change de l'habitude, et les enfants sont impartials, ils me font trop rire. Pour ça, genre c'est des acheteurs très décidés et critiques parfois, vraiment ils me font rire, ça me fait rire. Mais sur ce, voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et on reparlera un petit peu de la chaîne au mois de mars pour le bilan sur YouTube et tout, et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Voilà.